Bonjour à tous, je suis Johanna Battista du cabinet Hector Advisory. Bienvenue à l'entreprise curieuse, le podcast qui apporte des illustrations concrètes de la curiosité en entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Karine Marchand, la directrice des ressources humaines et membre du COMEX du groupe Altarea. Karine a une expérience de près de 30 ans, acquise dans des environnements français et internationaux, dans des groupes cotés et ou ayant un actionnariat familial. Elle porte la dimension sociale et sociétale des critères ESG, œuvre pour moderniser les pratiques managériales autour de l'intergénérationnel, la formation des jeunes, la féminisation des strates managériales, l'actionnariat salarié ou la santé au travail. Bonjour Karine. Bonjour. Quand on parle de curiosité en entreprise, qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Alors, la curiosité en entreprise, c'est pour moi une évolution vraiment significative de nos comportements d'entreprise. C'est un changement profond, durable, qui finalement consiste à tout questionner pour tout comprendre. Plus le monde se complexifie, plus notre vision s'étend, plus la curiosité est un moyen de comprendre, en tout cas à mon sens. Et plus l'information se multiplie, plus la curiosité se renforce également. C'est l'incroyable adaptation que notre genre humain nous permet. Alors pour moi, c'est aussi rassurant, en fait, cette posture nouvelle de la curiosité en entreprise. Car plus nous avons accès à l'information, j'ai le sentiment que plus nous la challengeons. Et c'est une bonne nouvelle. Nous ne nous laisserons pas manipuler par tous les médias, tous les systèmes dans lesquels on tâche parfois de nous enfermer ou on s'enferme nous-mêmes. C'est en tout cas un souhait profond que j'ai. Et c'est une attitude que j'encourage tout le temps. Moi, dans le monde de l'entreprise, je dis tout le temps, soyez curieux, questionnez, challengez. Multiplier ses sources d'informations pour mieux se forger sa propre opinion, en fait. Notre liberté de pensée et d'action, c'est ce qu'on a de plus cher et l'entreprise nous le permet plus que jamais. Alors, cela affûte aussi notre sens critique. Plus nous sommes riches d'informations, plus notre cerveau est dans l'action, plus il est actif, plus il est vif, plus ça porte en fait l'entreprise. Ça renforce pour moi la relation. Alors, je vais prendre un petit contre-pied. Je trouve vraiment intéressant de voir comment justement, l'accès à l'information rapide peut être source d'enrichissement de la relation. On a tous fait l'expérience, à titre professionnel ou personnel, d'un sujet qu'on est en train de traiter. Et puis, l'un d'entre nous cherche sur son téléphone, plus ou moins discrètement, à compléter cette information. Il y a des années, on faisait ça avec le quid. Ce gros volume que les quinquas comme moi connaissent bien. Mais aujourd'hui, on le fait avec ces systèmes de téléphone, d'accès à l'information très très rapide et qui vient démultiplier en fait le sujet sur lequel on est. Et si on prend attention à la relation, en fait, ça vient enrichir la relation et non pas la couper. Merci. Si on se focalise sur le niveau entreprise, quelles sont selon vous les preuves qui font d'une entreprise une entreprise curieuse ? Alors la preuve de cette curiosité, alors la preuve ou en tout cas ce que la curiosité apporte en fait à l'entreprise, pour moi, lorsqu'on est curieux en entreprise, c'est le gage d'un engagement, d'une forme de motivation. Si je m'intéresse, si je cherche et je creuse un sujet, c'est que ce sujet m'intéresse et donc que l'entreprise m'intéresse et que les sujets qu'on me donne à traiter m'intéressent. C'est aussi le gage pour moi d'une forme d'intelligence. Plus je cherche à comprendre, plus je cherche à alimenter mon cerveau de différentes sources d'informations. Je parle vraiment dans l'entreprise. Plus pour moi, ça encourage au questionnement et le questionnement est une façon d'enrichir son intelligence ou en tout cas de l'alimenter. Exactement. Karine, vous êtes DRH. Est-ce que vous pensez, que les ressources humaines ont un rôle particulier pour promouvoir la curiosité ? Oui, je pense fondamentalement. Il faut un certain nombre de conditions en fait pour être curieux en entreprise. Au premier niveau, et je reviendrai en quoi la DRH, les ressources humaines, y contribue, il faut une forme d'autorisation. Pourquoi je dis ça ? C'est que
On a été élevé, quand même, notre système éducatif, il a beaucoup tourné autour de la curiosité est un vilain défaut. Voire même une maladie. On parlait de curiosité maladive. On allait jusqu'à dire ta curiosité te perdra. C'est tout le système éducatif, je reviens au quinquennat, et pas seulement, mais c'est tout le système éducatif français dans lequel nous avons été baignés. Donc la curiosité est vécue comme le mauvais ou le bon cholestérol. On avait juste oublié de nous expliquer à l'époque qu'il y avait une bonne curiosité et une mauvaise curiosité, si je peux le qualifier comme ça, dans l'entreprise toujours. Donc, le premier, c'est de donner l'autorisation à cette curiosité. Le second, c'est d'éduquer, quelque part. Parce que, justement, je ne peux être curieux dans l'entreprise uniquement des informations qui apportent à ma pratique. Je ne peux pas être curieux de tout. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire. Il y a de l'information à laquelle je peux avoir accès, mais de l'information à laquelle je ne dois pas accéder. En tout cas, il faut être vigilant du tempo dans lequel j'accède à l'information. Je citerai juste un exemple. Le délit d'initié fait que, à un moment, cette information, elle ne peut pas être connue du plus grand de toute une entreprise. Elle doit être en cercle très fermé. Et puis après, elle sort. Donc on voit bien qu'il y a à la fois de l'autorisation, mais de l'éducation aussi dans cette information, cette curiosité. Très bien. Alors, vous êtes DRH d'Altarea, et donc Altarea, bâtisseur de la ville de demain, a certainement une responsabilité sociale très importante. On parle au niveau écologique, mais aussi d'anticipation des tendances sociales, par exemple. Comment est-ce que vous sensibilisez les collaborateurs à rester alertes à toute cette richesse-là? Je vais citer peut-être que 2 exemples pour éviter d'être sur une longue liste, mais comme vous dites, nous on a un bâtisseur de cité et dans cette mission qui est presque une mission d'intérêt général, on bâtit aussi des immeubles de bureaux. Et donc depuis 2020, le bureau est quand même très très chahuté. Nous, on pense que le bureau, dans cette cité, il joue un rôle extrêmement essentiel pour créer la relation, entretenir la relation, encourager la créativité. On fait partie de ces entreprises où la présence au bureau est importante. C'est pas parce qu'on est d'arrière-garde ou on est resté dans cette vieille culture du présentéisme, c'est qu'on pense que le lieu, l'unité de lieu, l'unité de temps, cet alignement en fait que nous avons nécessairement lorsqu'on est au même endroit, nous permet d'enrichir en fait nos activités, d'entretenir la relation, de créer quelque chose de commun dans un endroit commun. Donc notre siège est un bâtiment emblématique parce que déjà il atteste de notre capacité à construire des bureaux modernes, innovants, dans lesquels les salariés ont envie de venir. Donc ça, c'est un attachement très très important. Le bureau, le lieu, il ne peut être que accueillant, effectivement. Sinon, on n'y va pas au bureau. Si c'est compliqué d'y aller aujourd'hui. Exactement. Et en plus, si c'est compliqué d'y aller, que c'est pas sympa d'y aller, et que c'est pas sympa d'y être, on n'y va pas. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis l'autre thème qui nous tient à cœur, c'est la diversité. Alors, nous, on le place évidemment dans tout ce qu'on peut y mettre dans la diversité, mais avec un focus très particulier sur la complémentarité des genres, la complémentarité des générations. Les jeunes, les moins jeunes, les vieux, on est de 18 à presque 70 ans aujourd'hui dans l'entreprise. Je parle nous tous, pas simplement le dirigeant qui lui est effectivement un petit peu plus âgé, mais de 18 ans à 67 ans. Donc vous imaginez, ça fait quasiment 50 ans d'amplitude d'âge. Donc cette diversité, elle nous est extrêmement chère puisqu'on mise sur la complémentarité que ça apporte derrière. Et pour refaire le lien avec la curiosité, c'est comment je m'intéresse aux anciennes générations et aux nouvelles générations. Qu'est-ce qu'on a de différent? C'est notre date de naissance qu'on a de différent. Par contre, on vit au même moment avec ce qui est notre histoire, parfois une histoire longue,
parce que ça fait quelques années qu'on œuvre dans le monde, dans ce bas monde ou dans l'entreprise, mais aussi avec des générations plus jeunes. Et je pense fondamentalement que la complémentarité, l'entraide, alors peut-être pas l'entraide, mais la compréhension de quels sont les angles de vue différents sont une forme de curiosité, là pour le coup sans limite. Très bien. Et pour mélanger du coup les différents métiers que vous avez autour de la table chez Altaria, pour travailler ensemble, est-ce que vous avez mis en place des initiatives justement pour promouvoir ce mix? Le mix, oui, toutes nos initiatives, effectivement, Altaria, c'est du bureau, c'est du commerce, c'est du logement résidentiel neuf, c'est de la rénovation, c'est du data center, c'est du photovoltaïque, donc c'est beaucoup d'activités. On prend toujours un soin particulier à mélanger les métiers. Ils sont là aussi complémentaires. On ne peut pas réfléchir au commerce dans un quartier si on n'imagine pas comment on va y vivre ou comment on va y travailler. C'est inconcevable aujourd'hui. On doit penser le tout. Donc, du commerce, du bureau, du logement, de l'éducation aussi, l'école, une crèche. Donc, ça veut dire que les métiers doivent être amenés à travailler ensemble. Vous dire qu'on y arrive parfaitement tous les jours, je ne dirais pas ça, mais en tout cas que toutes les initiatives RH conduisent à ça, c'est-à-dire qu'on mélange systématiquement les groupes. Vous avez déjà parlé un peu du bureau en particulier qui a été peut-être un peu bousculé les dernières années, mais en général, votre secteur d'intervention, il a aussi subi d'autres crises, notamment avec la hausse des prix des matériaux de construction les dernières années. Qu'est-ce que, selon vous, a fait la différence pour maintenir ou renforcer même la résilience d'Altaria? On est une entreprise familiale créée il y a 30 ans. Donc, beaucoup d'entre nous n'y étions pas, évidemment, il y a 30 ans. Mais en tout cas, on a cette âme d'entrepreneur qui consiste à l'entreprise peut être morte demain si je ne la fais pas bouger tout le temps. Et l'audace d'avoir quand même réussi à créer un empire en 30 ans. On est dans le top 3, selon le business, on est même top 1, donc voilà. Donc on a toujours ce savant mélange entre l'audace de l'entrepreneur et le risque et la prise de risque. Donc ce talon pointe permanent qu'on est amené à faire, on l'a fait dans ces périodes de crise. C'est quelque part aussi tester notre agilité, notre mise en cause. Ça, c'est quand même une marque de fabrique extrêmement forte chez nous. On se questionne toujours beaucoup, on doute beaucoup. La vision, elle est claire, mais la façon d'y parvenir, elle est parfois très changeante, très mouvante. C'est pas tourpeau parce qu'effectivement, la dernière version, la dernière décision n'est pas forcément toujours la dernière qu'on ait pu intégrer, donc c'est important de toujours s'assurer que on est bien à la page de quelle est la vraie bonne ou dernière décision qui a été prise. Mais cette agilité, cette souplesse, ce travailler ensemble, cette envie de vivre cette situation ou ces différentes crises depuis fin 2019, d'ailleurs, depuis 2019. Depuis les gilets jaunes, en fait, c'était de dire, on est capable, nous, dans l'adversité, de toujours réussir. La dernière crise, elle est lourde, elle est longue, elle est profonde, elle est pénible. Elle n'est pas finie, elle est loin d'être finie. On se dit que 25 va encore être compliqué. Mais on y croit, on a les reins solides et on a les équipes aussi pour pouvoir afficher une résilience à toute épreuve. Merci beaucoup, Karine. Une dernière question. Avez-vous en tête une personnalité que vous aimeriez bien écouter parler de curiosité? Alors, c'était finalement presque la question la plus difficile. Donc, j'ai choisi 2 personnes connues. Très bien. Je sais pas si c'était bien la question. Je me suis dit, j'aurais bien voulu entendre Tony Estanguet. Pourquoi? Parce que pour le coup, en termes, je pense, de résilience, de détermination, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour pas perdre le cap, parce qu'il a quand même été extrêmement chahuté sur toute la période, entre ceux qui doutaient de ses compétences, etc. Vaille que vaille, en fait, il a amené l'organisation de ces Jeux Olympiques avec un tel brio, on lui doit vraiment beaucoup. Comment il a gardé au sein des équipes
l'enthousiasme, l'énergie, en tout cas l'enthousiasme, je sais pas s'il le veut tout le temps, mais l'énergie, la motivation pour aller jusqu'au bout. Étant précisé que c'est une aventure qui s'arrête ensuite du jour au lendemain, donc c'est sans doute pas très facile. Mais qu'est-ce qu'il a mis en œuvre sur un plan managérial et comment il a géré son projet à travers effectivement le prisme de la curiosité. Ça marche. Vous aviez 2 personnalités? J'en avais mis une autre qui était Delphine Orviller. La question religieuse, elle est quand même extrêmement sensible dans l'entreprise aujourd'hui, et j'aurais trouvé intéressant que le sujet de la curiosité soit abordé sous un angle religieux. Alors j'ai pensé à elle parce qu'en plus c'est une femme et je voulais citer un homme et une femme. Ça me tenait à cœur, et j'aimerais bien qu'on donne davantage la parole au sujet de manière intellectuelle en fait. Le sujet de la question de la religion dans l'entreprise, ça me paraîtrait être un axe vraiment intéressant. Super. Merci beaucoup, Karine. À vous de jouer. Merci. À bientôt.